Lorsque la communauté internationale prit enfin conscience de cette astuce habile, il était déjà trop tard. Le chantier de la Ryujo, que l'on pourrait traduire par dragon fastueux, était en cours. Ce navire devint ainsi une sorte d'exception, un porte-avions léger singulier, presque un intrus à la frontière de l'esprit des traités de limitation navale. Dès que Tokyo comprit la faille du traité, les décisions furent prises à grande vitesse. On constata qu'en dessous d'un déplacement standard de 10 000 lontons, un bâtiment échappait officiellement à la définition de porte-avions selon le texte de 1922. C'est ainsi qu'on lança le projet d'un bâtiment d'environ 8 000 tonnes. Les études commencèrent en 1926, mais la quille ne fut posée qu'à la fin de 1929 au chantier Mitsubishi de Yokohama. Entre-temps, de nouvelles négociations internationales vinrent durcir les règles. En 1930, le traité naval de Londres comblait la brèche par son article 3, plaçant le Japon dans une position délicate. La Ryujo resta donc unique en son genre. Contrairement à des porte-avions légers dessinés plus tard avec davantage d'expérience, elle souffrait de réelles fragilités structurelles qui se manifestèrent dès ses premières navigations en haute mer. Mesurant près de 180 mètres de long pour un peu plus de 20 mètres de large, animée par un équipage d'environ 600 hommes, la Ryujo avait été conçue dans une logique de légèreté. Pour gagner du poids, on avait sacrifié la cuirasse. Seuls les espaces vitaux, comme les locaux machines et les soutes à munitions, reçurent une protection latérale basique. Le hangar unique réduisait dangereusement le franc-bord au milieu du navire, ce qui augmentait le risque de prendre l'eau lors de tempêtes. Autre singularité quasi pittoresque, la Ryujo n'avait pas d'île, c'est-à-dire de superstructure latérale surmontant le pont d'envol qui, dans d'autres marines, servait à la fois de passerelle et de centre de commandement du trafic aérien. Ici, la passerelle avait été installée plus à l'avant, sous le débord du pont d'envol, dans une sorte de galerie vitrée allongée, surnommée par les marins la serre. Au départ, son groupe aérien restait modeste. 9 bombardiers torpilleurs, Mitsubishi B1M2 et seulement 3 chasseurs A1N1, avec quelques appareils de réserve. Son lancement intervint en avril 1931. Avant même la mise en service active, la marine impériale ordonna une augmentation substantielle de la capacité à bord. Il fallait pouvoir accueillir 48 avions. Pour répondre à cette exigence, un second hangar fut ajouté au-dessus du premier. Mais cette décision fit basculer l'équilibre du navire. Trop étroit, allongé et surtout haut sur l'eau, il devint instable en mer formée. Même l'installation de gyrostabilisateurs de type Sperry ne parvint jamais à masquer complètement cette faiblesse de conception. Malgré tout, le 9 mai 1933, le capitaine Toshio Matsunaga prit officiellement le commandement du bâtiment. L'année suivante, la Ryujo fut désignée comme navire amiral de la première division de porte-avions, sous les ordres du contre-amiral Hideo Wada, avec le capitaine Ichiro Ono comme commandant à bord. À l'époque, de nombreux navires japonais souffraient de conceptions audacieuses mais limitées. Le drame du Tomozuru, un petit navire torpilleur renversé en 1934 par gros temps, amena la marine à réviser la stabilité de toute sa flotte. Les experts conclurent que la Ryujo n'était stable qu'à peine. Des modifications furent alors entreprises. On renforça la quille, on ajouta du ballast et on équipa le navire de bulges latéraux, des excroissances sous-marines qui augmentaient la flottabilité et la stabilité. Ces aménagements, nécessaires, ne pouvaient toutefois éradiquer totalement les défauts de jeunesse du bâtiment. En 1935, après plusieurs exercices infructueux, la Ryujo affronta de plein fouet un épisode resté fameux sous le nom de typhon de la 4e flotte. Le navire en sortit lourdement endommagé. Les chantiers de cure procédèrent à une remise en état approfondie. On releva de 3 mètres le gaillard d'avant afin de limiter les embarquements d'eau. On installa un pont en dos d'âne, plus prononcé, et une étrave bulbeuse. La piste d'appontage fut adaptée et le système d'arrêt des avions modernisé. La silhouette du navire se transforma légèrement. La proue et la passerelle furent arrondies et le pont d'envol raccourci d'environ 2 mètres. En mai 1936, la Ryujo sortait du chantier profondément modifiée. Quelques mois plus tard, elle retrouvait son rôle de navire amiral de la première division aéronavale. Cette fois, son groupe aérien se composait d'un panachage. Des torpilleurs B-301, des bombardiers en piqué D-1A1 et des chasseurs A-2N. Mais devant la redoutable efficacité démontrée par les attaques de bombardement en piqué, on retira les torpilleurs de son bord
pour ne conserver que les types jugés les plus prometteurs. Le commandant Katsuo Abe prit le relais à l'automne 1936. Jusqu'alors, la Ryujo n'avait connu que des navigations d'entraînement. Le baptême du feu eut lieu à l'été 1937, alors que la guerre sino-japonaise s'intensifiait. Le 13 août, la division rejoignit le large de Shanghai et, dans la mer de Chine orientale, s'unit à une autre division de porte-avions. L'amiral Hasegawa Kiyoshi coordonna l'action aéronavale en soutien de l'armée de terre en Chine centrale et le long des côtes. On dénombrait alors environ 80 avions embarqués dans l'ensemble du dispositif, dont une quinzaine de bombardiers D1A1 et une douzaine de chasseurs A4N1 provenant directement de la Ryujo. 3 jours plus tard, la marine japonaise lança une attaque d'envergure contre des aérodromes chinois dans la région de Shanghai. Le groupe de la Ryujo mit hors service le terrain de Hyaking au nord-ouest de la ville. Mais la formation fut interceptée par des Curtiss Hawk III chinois. Dans le combat aérien qui suivit, les Japonais abattirent 2 adversaires sans perdre d'avion, ce qui renforça l'impression d'efficacité de la formule. Par la suite, les positions stratégiques chinoises dans Shanghai furent régulièrement attaquées et de nombreux appareils adverses détruits au sol. À la rentrée de septembre, la Ryujo gagna la base de Sasebo pour une remise en condition. 3 semaines plus tard, elle repartit, cette fois en direction de Canton. Une escadrille de 12 bombardiers en piqué, escortés par 9 chasseurs, affronta une interception en vol. Plusieurs combats eurent lieu, les Japonais affirmant avoir obtenu des victoires aériennes. Fin septembre, le navire revint vers Shanghai, et début octobre, ses avions furent provisoirement basés à terre, au terrain de Kunda, afin de mieux sécuriser le corridor aérien entre Shanghai et Nankin. Peu après, la Ryujo fut utilisée comme navire-école avant d'être rattachée à la 2e division de porte-avions sous les ordres du contre-amiral Samejima Tomoshige. Les vieux chasseurs biplans A4N furent remplacés en février 1938 par le plus moderne Mitsubishi A5M, surnommé Claude par les Alliés. Le navire poursuivit alors des opérations de soutien en Chine méridionale. De décembre 1938 à novembre 1939, la Ryujo resta stationnée dans la région avant d'entrer en modernisation. Lors de cette nouvelle refonte, achevée en janvier 1940, plusieurs améliorations techniques furent introduites. Puis, au printemps de la même année, la Ryujo multiplia les exercices de catapultage et d'appontage, rodant ses équipages en prévision de futurs engagements. En novembre 1940, le navire fut promu vaisseau amiral de la 3e division de porte-avions, placé sous l'autorité du contre-amiral Kakuta Kakuji. Le capitaine Sugimoto Ushie en exerçait le commandement direct. Son groupe aérien, renforcé, comprenait désormais 18 bombardiers torpilleurs B5N1, surnommés par les Alliés Kate, et 16 chasseurs A5M4. Les bombardiers en piqué avaient été retirés. Leur utilisation se révélait impraticable du fait du petit ascenseur arrière. Au printemps 1941, la Ryujo passa dans la 4e division, toujours en tant que navire amiral. Elle devint bientôt un acteur direct du conflit du Pacifique. Le 8 décembre 1941, dans les toutes premières heures des hostilités, la Ryujo participa à l'invasion des Philippines et lança un raid contre la base américaine de Davao, sur l'île de Mindanao. Peu après, elle appuya les opérations sur la péninsule malaise. Le 1er mars 1942, elle fut engagée lors de la seconde bataille de la mer de Java. 6 B5N de son bord envoyèrent définitivement par le fond le destroyer américain Pope, déjà abandonné par son équipage. Le printemps la vit intégrée à la première flotte aéronavale dans l'océan Indien. Ces avions opérèrent contre le trafic maritime ennemi, frappant par exemple les petites installations portuaires de Kokanada et Visakhapatnam sur la côte orientale de l'Inde. Plusieurs navires marchands furent déclarés coulés ou gravement avariés. Avec ses escorteurs, le croiseur Yura et le destroyer Yugiri, la Ryujo participa même à des bombardements côtiers contre des objectifs mineurs. Un ultime passage au chantier, au cours duquel elle reçut notamment 6 affûts triples de 25 mm de type 96 pour renforcer sa défense anti-aérienne, précéda l'ordre de nouvelles opérations dans le Pacifique Nord, dans la région des Aléoutiennes. Au mois de mai 1942, face à la menace d'une contre-attaque américaine, la Ryujo mena avec ses chasseurs Zéro de type A6M2 un raid de diversion sur des territoires américains du Nord, pendant que l'essentiel de la flotte américaine se concentrait à Midway.
Cette manœuvre devait protéger le flanc des opérations japonaises. Mais à peine quelques semaines plus tard, les priorités changèrent. Début août, les marines américaines débarquaient à Guadalcanal. La Ryujo rejoignit alors les grands porte-avions Shokaku et Zuikaku au sein de la première division. Le 24 août au matin, le petit porte-avions lança 2 vagues successives. La première comprenait 6 bombardiers torpilleurs Nakajima B5N, Kate, escortés par 15 chasseurs Zéro. Mais à peine arrivés au-dessus de l'île, ils furent repérés par la chasse américaine. 4 Grumman F-4F Wildcat se jetèrent sur eux, bientôt renforcés par une dizaine d'autres chasseurs, ainsi que quelques belles P-39 Aira Cobra partis du terrain. Malgré cette défense acharnée, les Zéros réussirent à mitrailler les installations de Henderson Field, tandis que les Kate larguèrent leurs bombes de 60 kg. Le bilan fut mitigé. Les Japonais perdirent plusieurs appareils, mais infligèrent des dégâts notables aux infrastructures au sol. À bord de la Ryujo, le temps pressait. Une seconde vague fut préparée à la hâte. 3 nouveaux chasseurs Zéro furent catapultés vers 14h55, tandis que le groupe attendait le retour des premiers aviateurs. C'est alors qu'une reconnaissance américaine, partie de l'USS Enterprise, localisa le petit groupe isolé autour de la Ryujo. 2 avions torpilleurs, Grumman TBF Avenger, attaquèrent sans succès, mais c'était le prélude d'un assaut bien plus massif. Dans l'après-midi, l'USS Saratoga lança 31 bombardiers en piqué, Douglas SBD, Dauntless et 8 Avengers armés de torpilles. Faute de chasseurs d'escorte, la distance étant trop grande, l'attaque fut cependant menée avec une détermination totale. Quelques minutes plus tard, la Ryujo fut frappée durement. 3 bombes de 450 kg transpercèrent son pont d'envol et un torpille toucha le flanc tribord au niveau des salles machines et des chaudières, là où le blindage était quasi absent. Les conséquences furent dramatiques. Les machines s'arrêtèrent, la propulsion fut perdue, des explosions secondaires déclenchèrent d'épais incendies. L'eau envahit rapidement la coque, entraînant une gîte croissante sur tribord. Malgré les efforts d'équipage, qui pompa et lutta contre le feu tant qu'il put, la situation devint vite désespérée. Vers 15h15, l'ordre fut donné d'abandonner le navire. Le destroyer Amatsukaze, manœuvrant avec audace, s'approcha du flanc incliné pour embarquer les survivants, tandis que des bombardiers B-17 américains tentaient maladroitement de perturber les opérations de sauvetage. Les torpilles ne frappèrent pas et les rescapés purent rejoindre le destroyer. Cependant, plus d'une centaine d'hommes, dont plusieurs officiers, restèrent prisonniers des flammes et des eaux. Peu avant 18h, la Ryujo chavira sur tribord et disparut dans les profondeurs du Pacifique. Avec elle sombrait le Dragon fastueux, navire né des interstices d'un traité international à moitié expérimental, à moitié symbole d'un Japon décidé à tenir tête aux contraintes imposées par l'Occident. En novembre 1942, la Ryujo fut officiellement rayée des listes de la marine impériale. Dans l'histoire des porte-avions japonais, elle demeure une figure paradoxale, conçue pour contourner les accords de désarmement, fragile par construction, souvent modifiée, rarement pleinement efficace, mais toujours présente au premier rang jusqu'à sa fin. Son destin illustre les ambitions d'une flotte prête à forcer les limites, quitte à accepter des compromis techniques risqués. Pour beaucoup d'anciens marins, la Ryujo restera le souvenir d'un navire exigeant, instable et capricieux, mais aussi d'une école de combat où des générations de pilotes s'aguerrirent avant les grandes batailles du Pacifique.